C'est un secret bien gardé de la finance traditionnelle, un outil que les investisseurs professionnels utilisent depuis des décennies pour gagner en flexibilité, limiter leurs risques et parfois même sécuriser leurs profits dans des marchés en pleine tempête. Cet outil, c'est l'option. Dans l'univers ultra volatile des crypto-monnaies, les options offrent une approche radicalement différente, pouvoir tout simplement miser sur la hausse ou la baisse d'un actif sans jamais avoir à le détenir. Et surtout, savoir exactement combien on peut perdre dès le départ. Pas d'effet de levier sauvage, pas de liquidation en pleine nuit, juste une prime qui est connue à l'avance. C'est cette asymétrie du risque qui rend les options aussi puissantes et malheureusement, elles restent souvent boudées, mal comprises ou potentiellement trop complexes. La vérité, c'est que bien utilisées, les options deviennent un formidable outil au service d'une stratégie maîtrisée et pas d'un simple pari sur les futurs à la hausse ou à la baisse. Alors nous allons démystifier les options étape par étape sans jargon inutile. Le but c'est que vous puissiez comprendre les options, comment ça fonctionne et surtout comment les intégrer à une stratégie d'investissement plus ou moins long terme sur le marché des crypto-monnaies. Avant de parler des options, je voulais revenir très rapidement sur les différentes manières d'effectuer des transactions sur les cryptos, mais aussi sur dans la finance traditionnelle. Vous avez les 2 principales, le spot, le futur. Le spot, très rapidement, c'est ce que vous connaissez très bien, c'est le fait d'acheter un actif et de pouvoir le détenir et de le vendre au moment que vous trouvez opportun. Vous allez payer des frais de transaction à l'achat et à la revente en fonction de votre manière d'exécuter la transaction, que ce soit en maker, en taker. Les frais vont être un petit peu différents. Le gros avantage du spot, donc déjà c'est très très simple, c'est très bien pour les débutants. Vous pouvez acheter buy and hold et le vendre dans très longtemps, sans payer des frais durant la durée de vie du produit, ou du moins durant la durée de détention de l'actif, donc très bien. Et aussi, outre le fait que c'est disponible partout, vous avez, en fonction des échangeurs, une plus ou moins grande diversité dans les tokens disponibles. Donc vous avez normalement les plus gros qui sont disponibles partout, mais aussi sur la blockchain directement ou sur certains échangeurs, vous avez des tokens beaucoup plus petits qui, avec un risque plus important, vous pouvez avoir un potentiel de gain beaucoup plus important avec une volatilité plus grande que certains tokens qui sont déjà investis et qui ont déjà beaucoup de volume. Le petit problème du spot, c'est que c'est quand même relativement limité en termes de stratégie d'investissement. Alors, vous pouvez acheter et vendre dans la journée, faire du day trading, du buy and hold, etc. Bref, mais ça reste que des paris à la hausse et vous pouvez, quand vous voulez, clôturer votre position. Donc c'est un peu limité dans ce sens-là et c'est pour ça que les futurs sont très complémentaires au spot parce que sur les futurs, vous allez pouvoir prendre des paris à la hausse, classiquement, comme du spot, mais aussi des paris à la baisse. En plus de ça, vous allez pouvoir appliquer un effet de levier qui sera à la hausse et à la baisse en même temps. Donc, vous allez potentiellement pouvoir gagner plus vite que l'évolution naturelle du sous-jacent à la hausse. Mais à l'inverse, si vous faites un pari haussier, vous allez perdre plus rapidement que la baisse naturelle du sous-jacent. Donc ça va dans les 2 sens. Essayez de multiplier vos gains, mais de l'autre côté, naturellement, ça va multiplier vos risques. Les effets de levier sont très attractifs, mais on est quand même sur le marché des cryptos, où il y a une extrême volatilité et une potentielle manipulation du marché. Il faut savoir que sur les futurs, on vous encourage à mettre des take profit. Donc si le marché va dans votre sens, clôturer la position ou du moins une partie de la position pour prendre des profits. Et si le marché ne va pas dans votre sens, mettre un stop loss pour clôturer la position pour ne pas tout perdre. Parce que quand vous mettez un levier sur les futurs, vous allez perdre potentiellement plus vite que l'évolution naturelle du sous-jacent. Et donc, dans ce cas-là, il faudra payer à l'échangeur. À chaque fois que le marché n'ira pas dans votre sens, vous allez perdre de l'argent, vous allez devoir donner de la marge. Et si à un moment donné, vous n'avez plus de marge, la position va se clôturer et vous avez tout perdu, même si juste après, le marché remonte, c'est déjà trop tard. Donc vous avez cette volatilité qui, même si vous avez raison sur la tendance à moyen long terme sur le marché, la volatilité peut venir toucher vos stop loss. Et en plus de ça, les gros institutionnels qui veulent rentrer sur le marché avec des très gros montants peuvent faire bouger le marché et donc réduire leur performance globale. Et pour rentrer sur le marché de manière optimisée, ils vont essayer d'aller chercher les poches de liquidité. Et les poches de liquidité, c'est tout simplement les zones
du marché où il y a énormément de stop loss et donc potentiellement énormément de liquidation. C'est pour ça que des fois on parle de manipulation de marché ou sur les zones critiques de stop loss, les institutionnels vont essayer de les casser. Ça va libérer énormément de volume. Ils vont pouvoir acheter sans trop faire bouger. Bref, les futurs sont très intéressants pour des personnes expérimentées et le problème, c'est que c'est utilisé par beaucoup de personnes et pas forcément par des personnes expérimentées et donc ils ont tendance à se brûler les ailes très rapidement et tout perdre en quelques trades. Contrairement au spot, les frais sur les futurs ne sont pas qu'au début ou à la fin, ils sont durant toute la durée de vie du futur. Alors ça peut être dans votre sens ou pas dans votre sens. Si tout le monde fait des paris à la hausse et que vous faites un pari à la hausse, vous allez payer cher. Et si tout le monde fait des paris à la baisse et que vous faites un pari à la hausse, vous êtes un peu le seul qui fait ça, et vous allez même être rémunéré pour ça. Bref, donc on a spot, début, fin, futur durant toute la durée de vie. Donc résumons, on a le spot, la manière la plus simple d'investir sur les marchés financiers. Vous achetez, vous avez une vision sur un actif à plus ou moins long terme, vous payez des frais au début, à la fin, donc vous n'avez pas de frais durant la durée de vie qui pourraient vous impacter. Bref, vous pouvez garder la position autant de temps que vous voulez, c'est très bien, mais c'est limité en termes de stratégie. Pour compenser ça, il y a les futurs. Vous pouvez faire des paris à la hausse, à la baisse, avec des effets de levier. Le problème de tout ça, c'est la volatilité qui peut faire perdre très rapidement votre argent si votre SL est touché ou si vous n'avez pas mis d'SL, d'être tout simplement liquidé. Et de l'autre côté, vous avez des frais que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance durant toute la durée de vie du futur. Et quand on regarde tous ces points négatifs, on a un outil qui répond parfaitement à tout ça, ce sont les options. Pour faire simple, une option, c'est un contrat qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter dans le cas d'un call ou de vendre dans le cas d'un put un actif sous-jacent à un prix déterminé à l'avance dans une date dans le futur. Je vous mets à l'écran une représentation graphique de ce que vous pouvez espérer en remboursement final sur les différentes options. Donc en abscisse, c'est la performance du sous-jacent et en ordonnée, c'est la performance de votre portefeuille. Donc si vous avez une vision plutôt haussière du sous-jacent, vous allez plutôt partir sur un call. Et à l'inverse, si vous avez une vision baissière du sous-jacent, il faudra plutôt partir sur un put. Normalement, vous l'avez remarqué sur mes deux graphiques, que ce soit sur le call ou le put, vous avez un pari, un sens de pari. Si le sous-jacent va dans le sens de votre pari, vous allez gagner de l'argent linéairement par rapport à la performance du sous-jacent. Mais si à l'inverse, le sous-jacent ne va pas dans le sens de votre pari, vous n'allez pas perdre d'argent. Vous n'allez pas être indexé directement à la performance négative du sous-jacent, comme vous pourrez l'être sur du spot ou sur du futur fois l'effet de levier. Donc là, vous êtes dans le cas d'une option, d'un contrat, où vous allez gagner si ça va dans votre sens et où vous n'allez pas perdre si ça ne va pas dans votre sens. Alors il y a une petite subtilité à tout ça, sinon ce serait le produit miracle, le meilleur produit du monde. C'est que oui, vous n'êtes pas indexé directement à la baisse du sous-jacent si ça ne va pas dans le sens de votre pari. Et pour pouvoir avoir cette option, qui est un contrat, vous allez devoir payer au tout début une prime. Cette prime va dépendre de plusieurs paramètres qu'on va regarder juste en dessous. Mais en payant cette prime, vous allez pouvoir acheter ce contrat qui va aller dans le sens de votre pari et qui ne vous fera pas perdre d'argent si vous avez eu tort. Et cette prime-là, étant donné qu'elle est déterminée mathématiquement en avance, cette prime sera votre perte maximum sur votre contrat. Cette prime, vous allez la payer à la personne qui vous vend l'option. Dans le cas, depuis qu'on a commencé la vidéo, on parle du fait d'acheter l'option, d'acheter un call, d'acheter un put. Mais vous pouvez très bien vendre un call et un put, donc récupérer la prime. Vous faites tout simplement un pari inverse par rapport à la personne qui a acheté l'option. Le petit problème de tout ça, c'est que directement, vous allez récupérer votre prime, mais à maturité, si votre pari n'est pas exact, vous allez devoir payer ce que vous devez à la personne qui a acheté l'option. Par exemple, dans le cas d'un call, ce qui s'affiche à l'écran, la personne fait un pari haussier, on achète un sous-jacent à 100. Dans un an, à la maturité du contrat, le sous-jacent est à 110. La personne qui a acheté le call a gagné 10, modulo
le montant de la prime, et la personne qui a récupéré la prime, qui a vendu le contrat, va devoir lui donner 10. Donc, ce sera toujours l'équilibre entre le montant de la prime et la potentielle perte à maturité pour les personnes qui vendent les options. En résumé, les options, vous pouvez faire des paris directionnels, un petit peu comme les futurs, à la hausse ou à la baisse, de différentes maturités. Vous pouvez aller très très loin, vous pouvez arrêter votre contrat, vous pouvez vendre du moins votre contrat en durée de vie, mais vous ne pourrez pas aller plus loin que la maturité maximale déterminée en amont. Vous avez une perte maximale qui est liée à la prime et qui est calculée mathématiquement. Vous n'avez pas de frais supplémentaires durant la durée de vie du produit ou à maturité, contrairement au futur. Donc vous avez une véritable visibilité. Le petit problème des options, dans leur limitation, c'est que vous n'avez pas accès aux options sur toutes les plateformes et donc vous n'avez pas les options sur tous les sous-jacents. Malgré tout, sur les sous-jacents disponibles, vous allez pouvoir créer des stratégies d'investissement plus ou moins compliquées et vous allez voir, on peut aller très très loin. Vous l'avez compris, le nerf de la guerre sur les options, c'est la prime. Une prime trop importante peut décourager les gens d'investir sur les options et une prime trop faible pourrait juste que les investisseurs n'achètent que des options et que ça dérègle totalement le marché. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on détermine le prix d'une option. Alors il y a beaucoup de manières de calcul, Black-Scholes, Monte-Carlo, binomial, bref, vous avez beaucoup de méthodes de calcul, je vous laisserai regarder sur Internet toutes ces méthodes-là, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste les différents paramètres qui peuvent, sur le marché des cryptos, influer sur le prix d'une option, que ce soit un call ou un put. Alors, on a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, bien évidemment, déjà, c'est le prix de notre actif sous-jacent. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle le prix d'exercice, ou plutôt le strike. Le strike, c'est la valeur à partir duquel, que ce soit sur un call ou sur un put, vous allez commencer à gagner de l'argent via votre contrat. Ce strike, en règle générale, ce qu'on fait très souvent, c'est que le strike est au niveau du prix actuel du sous-jacent, mais vous pouvez très bien dire, je mets mon strike bien avant ou bien après, ça va dépendre de votre choix, mais c'est plutôt normal. Si on rentre dans le cas d'un call, vous avez votre prix de sous-jacent à 100 et que vous mettez un strike à 80, ça veut dire que dès que vous lancez votre contrat, vous êtes techniquement gagnant parce que le prix de sous-jacent est à 100 et votre strike est à 80, donc vous êtes gagnant. Et donc dans ce cas-là, votre prime va être beaucoup plus élevée parce qu'il faudra compenser cet effet-là. Et inversement, si le strike est très très loin du mauvais côté par rapport au prix de votre sous-jacent, ça va avoir une prime beaucoup moins chère. Vous avez la maturité de votre option, vous avez la volatilité classique, et on peut rajouter les taux d'intérêt, et dans le cas des actions, on rajoutera aussi les dividendes. Vous allez donc pouvoir faire évoluer ces paramètres pour augmenter ou diminuer votre prime. Vous avez donc le strike, très lié au sous-jacent, la volatilité. Quand la volatilité augmente, le prix de votre option va augmenter parce que vous pouvez aller plus loin dans le gain. Et étant donné que votre perte est limitée, il y a une asymétrie gain-perte qui fait que votre prime va augmenter. Pareil pour la maturité, vous avez plus de temps pour aller loin dans le gain, bref. Et quand je vous dis aller loin dans le gain, on peut aussi voir une option par rapport à 3 phases, 3 secteurs. Quand vous êtes dans le cas d'un call ou d'un put, dans la partie qui n'est pas le sens de votre pari, la partie où vous ne gagnez juste pas d'argent, on va dire que vous êtes out of the money. Si vous êtes au niveau du strike, donc si le sous-jacent est au niveau du strike, donc vous perdez, voilà, vous gagnez rien, vous gagnez un petit peu, mais vous devez rembourser votre prime, bref, vous êtes sur un entre-deux. On va dire qu'on est à la monnaie, at the money. Et si vous êtes en train de gagner, si vous êtes dans la direction de votre pari, on va dire que vous êtes dans la monnaie, in the money. Vous pensez bien, tous ces impacts de paramètres sur le prix d'une option, c'est mathématique, c'est des fonctions. Et ces fonctions, on appelle ça des grecs, où chaque paramètre va impacter différemment en fonction de leur évolution le prix de l'option. Donc on a des grecs pour l'impact de prix du sous-jacent sur la prime, la maturité sur la prime, la volatilité sur la prime. Bref, vous avez des grecs pour tous les paramètres et c'est très intéressant à regarder parce que ça vous permet de comprendre
les dynamiques intrinsèques à l'évolution du prix d'une option. Prenons par exemple le delta, qui est peut-être le grec le plus connu, et qui représente l'impact de l'évolution du prix du sous-jacent sur le prix d'une option. Dans le cas d'un call, vous allez avoir un graphe qui est représenté à l'écran, qui part de 0 et qui va jusqu'à 1. Donc sur l'axe des ordonnées, c'est l'échelle de 0 jusqu'à 1, et sur l'axe des abscisses, c'est l'évolution du prix du sous-jacent. En plein milieu, vous avez le strike, qui est aussi représenté dans le terme at the money. À gauche, vous avez toute la partie out of the money, donc l'endroit où vous ne gagnez pas d'argent, mais vous n'en perdez pas non plus. Et à droite, vous avez toute la partie in the money, l'endroit où vous gagnez de l'argent. Au tout début, si vous considérez que vous avez un strike qui est au niveau du sous-jacent, vous avez techniquement 50% de chance que vous soyez à la hausse ou à la baisse. Donc vous avez 50% de chance de gagner de l'argent ou 50% de chance de ne pas gagner d'argent. C'est pour ça on peut se dire que dans le cas d'un call, le delta, si on a le sous-jacent, le prix du sous-jacent qui est au niveau du strike, on a un delta de 0,50 parce que bah, dans cette zone as the money, si le sous-jacent augmente de 1, bah, on a toujours 50% de chance d'être au-dessus ou en dessous du strike. Et donc, le prix de mon option va augmenter que de 0,5 étant donné que j'ai une probabilité de 0,5. Si on est dans le cas très très loin à gauche où on a pris un call mais mon sous-jacent va qu'à la baisse, donc on est vraiment out of the money, c'est-à-dire que si mon sous-jacent prend 1, ça va pas augmenter drastiquement la probabilité de gagner de l'argent parce qu'on est tellement loin du strike qu'il y a zéro chance, zéro probabilité. Bref, si on est très très loin, on va avoir un delta proche de zéro parce que même si le sous-jacent augmente de 1, on est tellement dans le strike que ça va pas du tout impacter nos chances de gagner de l'argent, donc la prime ne va pas évoluer. Et à l'inverse, si on est très 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 loin dans la monnaie, tout à droite, ça veut dire que bah, on a une probabilité presque égale à 100 de gagner de l'argent. Et donc, si mon sous-jacent augmente de 1, ça veut dire qu'à maturité, je vais gagner 1 de plus. Et le mec qui va faire l'option, il va pas s'amuser à vous le faire gratos, ce 1. Donc, il va augmenter la prime de 1 parce qu'il considère qu'il y a 100% de chance que vous touchiez 1 de plus. Donc, il va augmenter de manière égale 1 la prime. Donc c'est pour ça qu'on est dans le cas d'un delta sur un call, cette courbe très aplatie au début, très aplatie à la fin, et ça monte très très vite au milieu, parce que dès que vous commencez à rentrer dans la monnaie, eh ben, vous avez des grandes chances de gagner de l'argent, et donc le prix, la prime va se réactualiser pour faire que la personne qui va vendre l'option ne perde pas plus d'argent que prévu. Pour le cas d'un delta sur un put, c'est l'inverse, juste on part de -1 et on va jusqu'à 0, mais c'est un petit peu le même principe, vous allez pouvoir le comprendre. Et après, on pourrait regarder le Vega pour la volatilité, où on a une courbe qui est très importante au milieu, un peu comme une loi normale, qui est très importante au niveau du strike, parce qu'on peut considérer que au niveau du strike, on a besoin de beaucoup de volatilité pour rentrer dans la monnaie, pour aller loin à droite, et c'est pour ça qu'on a cette courbe en loi normale au niveau du strike, parce qu'on veut de la volatilité à cet endroit-là. Si on est très très loin out of the money, bah, même si on a beaucoup de volatilité, on est très très loin, il y a zéro chance de gagner de l'argent, donc c'est très aplati. Et de l'autre côté, dans le cas de in the money, on est tellement loin dans la monnaie qu'on n'a pas forcément besoin de volatilité, en sachant que la volatilité n'est pas directionnelle. Elle peut aller à la hausse ou à la baisse. Donc dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin de volatilité. Donc c'est pour ça que c'est aussi très aplati. Donc comment construire des stratégies d'investissement à base d'options? Je vais vous donner quelques exemples et on va commencer par un plutôt simple. J'ai une vision bullish du marché. Je vais donc prendre un call. Pour faire simple, je vais dire que mon strike est égal à mon niveau initial. On dit qu'il est à 100% du niveau initial. Très bien. Donc, actuellement, je vais payer une prime au début du contrat et après, à maturité, je vais pouvoir récupérer, si je le veux, 100% de la performance positive du sous-jacent à partir du niveau initial. Mais je considère que la prime est un peu trop élevée à mon goût parce qu'il y a trop de volatilité ou trop de maturité. Bref, je trouve que la prime est trop élevée, je voudrais la réduire. Comment est-ce que je pourrais faire? Je pourrais dire, en plus d'avoir acheté ce call strike 100%, je vais en plus de ça vendre un call strike 150. Donc si on résume cet assemblage d'options, je vais payer une prime pour l'achat de mon call,
Je vais récupérer une prime pour la vente de mon call. Et après, en termes de remboursement à maturité, je vais prendre toute la performance positive à partir de 100 de mon premier call. Mais à partir de 150, étant donné que j'ai vendu un call, eh ben, je vais devoir payer à chaque fois que mon sous-jacent augmente. Donc, entre mon premier call et mon deuxième call, à partir de 150, leurs performances vont s'annuler parce que d'un côté, je vais gagner 1 quand ça monte de 1 et de l'autre côté, je vais devoir payer 1 quand ça monte de 1, donc les 2 vont s'annuler. Au final, je vais être dans un assemblage d'options qu'on appelle un call spread. Donc, de 0 à 100, je ne perds rien, je suis dans le cas d'un call, je perds juste ma prime. De 100 à 150, je vais avoir la performance positive du sous-jacent. Et à partir de 50, je vais avoir une performance qui est capée à 50%. Tout cela vous permet, étant donné que vous récupérez la prime de la vente de votre call 150, de réduire votre prime. Et si vous considérez que, je ne sais pas, sur une maturité de 2 ans, votre sous-jacent n'a pas beaucoup de chances d'arriver à plus 50% de performance, et ben vous êtes tranquille avec ça, vous allez réduire votre prime tout en gardant votre indexation à la performance positive de votre sous-jacent. Dans le cas présent, la prime que je vais récupérer de mon call 150 ne va pas annuler entièrement la prime de mon call 100, tout simplement parce que c'est plutôt logique de se dire que à partir d'un strike 100, vous avez un potentiel de gain beaucoup plus important que d'un call à partir d'un strike 150. Donc la prime de votre call strike 150 est bien inférieure à la prime de votre call de strike 100. Deuxième stratégie, je pourrais aussi très bien me dire j'achète un call et au même moment, au même strike, j'achète un put. Donc, je vais être dans le cas d'un sorte de triangle inversé. Et dans ce cas-là, je vais gagner de l'argent si le sous-jacent baisse ou si le sous-jacent monte. C'est très pratique. Si vous êtes convaincu que le sous-jacent va fortement baisser, mais vous ne savez pas dans quelle direction. Le petit problème de ça, c'est que vous allez devoir payer une prime pour l'achat du call et une prime pour l'achat du put. Donc, pour rembourser ces deux primes, vous allez devoir avoir une certaine performance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui veut dire que vous devrez de toute façon attendre une véritable performance, positive ou négative, pour pouvoir rembourser ces primes, mais c'est quelque chose qui peut se regarder. En plus, on peut rajouter, on peut se dire, hein, si on est fou, de se dire qu'on va mettre un call spread à la hausse, donc ça va réduire un petit peu ma prime à la hausse, et on pourra faire la même chose avec le put, en mettant un put spread à la baisse. Donc on va être dans le cas où on va gagner de 50 à 150 la performance absolue du sous-jacent, et après on va être capé à 50% de performance pour essayer d'un petit peu réduire la prime. On pourrait aussi se dire que on est sur le marché spot, on aime bien le marché spot, on veut prendre toute la performance positive du sous-jacent sans limitation et on ne veut pas payer de prime. Donc j'achète du Bitcoin aujourd'hui à un certain prix, mais je me dis que même malgré le fait que j'ai une stratégie long terme, je pense que sur du moyen terme, par exemple 1 an, le marché peut fortement baisser. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter dès maintenant mon Bitcoin parce que je ne suis pas sûr de ce que j'avance, donc je préfère acheter maintenant. Mais en même temps, je vais acheter un put. Et donc, si j'ai raison, un put de maturité 1 an. Donc, si j'ai raison, au bout d'1 an, si le marché a baissé, l'investissement que j'ai eu en Bitcoin a certes baissé, mais de l'autre côté, j'ai récupéré le reliquat avec la performance du put. Donc, ça va annuler les deux. Donc, je suis très content. Et si mon Bitcoin monte, étant donné que dans le cas d'un put, ma perte maximale, c'est ma prime, c'est pas très grave. Je vais prendre toute la hausse de mon Bitcoin et je vais devoir rembourser la prime que j'ai dû payer un petit peu. Mais c'est ce qu'on appelle en finance, on se protège, on se hedge par rapport à une certaine position. C'est très connu et c'est très utilisé. On pourrait en parler des heures. Il y a une infinité de possibilités sur les options. Je vous en mets un petit peu à l'écran. On peut faire des payoffs, ce qu'on appelle des produits très complexes avec beaucoup d'options, faire plein de choses, des digitales, bref, il y a énormément de possibilités. Tout le jeu, c'est d'essayer de réduire sa prime et avoir le plus de performance, bref, en fonction de votre vision. Maintenant, comment faire pour investir sur les options en crypto? Alors, vous avez plusieurs échangeurs. Là, je vous montre l'exemple de Deribit. Alors, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. C'est juste un des échangeurs les plus connus pour les options. Si vous avez bien suivi la vidéo, si vous avez bien compris, on va retrouver les différents éléments qui nous intéressent
pour comprendre et potentiellement partir sur une option. Donc, on va commencer. Déjà, on va voir notre sous-jacent, ici le BTC, mais vous avez aussi Ethereum par exemple. Juste en dessous, vous avez la maturité. Alors la maturité, c'est selon vos choix, mais vous allez surtout avoir des maturités relativement courtes, vous n'allez pas avoir du 10 ans, parce que dans ce cas-là, vous allez devoir payer une prime énormissime du fait de la volatilité de ce marché, donc on va plutôt être sur des maturités courtes. Bref, là, vous avez les maturités, vous pouvez cliquer All pour tout voir. En dessous, vous avez donc le prix du sous-jacent, la maturité ici présente de nos options, donc demain, donc le 31 mars. Et vous avez une colonne qui est très très importante, c'est le fameux strike. Donc sur cette colonne strike, en violet, on a le prix du sous-jacent, donc du BTC à l'instant T. Et après, vous pouvez vous amuser à acheter des options en fonction des différents strikes. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous allez devoir vous dire que si j'achète un call 76 000 de strike, c'est très très loin des 82 000 du niveau du sous-jacent initial, c'est-à-dire que je vais acheter un call 76 000 et directement, eh ben, je vais gagner, si le marché ne bouge pas, le 31 mars, je vais gagner la différence entre 82 748 et 76 000. Bref, je vais faire un gigapactole parce que mon strike est bien en dessous de la valeur de mon sous-jacent. Et c'est aussi pour ça que si vous voulez rentrer dans un strike, dans un call strike 76 000, vous allez devoir payer une prime très importante pour compenser tout ça. Donc là, vous avez 3 colonnes pour, parler des prix de ces options. Vous avez la colonne de ceux qui veulent vendre l'option. Vous avez la colonne de ceux qui veulent acheter l'option et vous avez un juste milieu, qui est le prix, sur lequel vous allez acheter votre option. Et donc, dans le cas d'un call strike 76 000 de maturité un jour, les personnes qui vendent l'option le vendent pour une prime de 9 641 $. Donc vous vous rendez compte, si vous faites 76 000 plus 9 640, vous êtes au-dessus de 92 747. Donc si vous voulez acheter une option à ce strike-là, j'espère que vous êtes convaincu sur le fait que dans la journée, votre sous-jacent va fortement augmenter. Les personnes qui veulent acheter l'option, automatiquement vont l'acheter moins cher s'ils veulent faire du bénéfice. Et vous vous rendez bien compte que dans ce cas-là, leur prix n'est pas du tout bon. Parce que si vous faites 4 000, la prime plus 76 000, vous êtes en dessous toujours de la valeur du sous-jacent spot. Donc si demain le marché ne bouge pas, hop, votre option va s'arrêter et vous allez gagner 2 000 € directement. Donc c'est un peu les Teletubbies côté bid, mais c'est ce qui n'arrive pas. Ce qui va arriver, c'est plutôt un juste milieu, juste là, avec à peu près la moitié, donc on serait vers les 7 000, 7 500, bref, ce qui est plutôt en phase avec notre prix de 82 773, plus une potentielle augmentation qui pourrait y avoir dans la journée modulo la volatilité. Bref, c'est un petit peu que comme ça que fonctionne le tableau. Donc plus le strike se rapproche, dans le cas d'un call, plus le strike se rapproche de la valeur du sous-jacent, plus les prix vont baisser, vous le voyez bien, et plus vous vous éloignez, plus vous allez avoir des prix très très faibles. Et par exemple, si sur un call de maturité un jour, vous achetez un call strike 100 000, donc on est ultra loin pour l'instant. Donc si vous voulez commencer à gagner de l'argent, il faut que votre sous-jacent dépasse 100 000. Et là, vous allez payer, bon, ça existe même pas, hein, c'est tellement loin. Par exemple, si on prend 87 000, donc en une journée, il faut gagner un peu moins de 5 000 sur le BTC, vous allez vous allez devoir payer à peu près 12, 13 $. Donc, il faudra que le sous-jacent passe de 82 725 à 87 013 pour pouvoir commencer à gagner un petit peu d'argent. De l'autre côté du tableau, vous avez les puts, donc très classiquement la même chose que les calls, juste c'est inversé, plutôt logique. Que ce soit sur les calls ou les puts, vous avez quelques autres colonnes. Donc ici, on parle de volatilité, donc la volatilité qui est utilisée pour le prix des options, la volatilité implicite, donc la volatilité qui est prévue pour l'option en question. Vous avez les tailles et vous avez aussi ce qu'on a parlé juste avant, le fameux delta, donc un des grecs, le delta. Et par exemple sur le call, ce qu'on a pu parler tout à l'heure, ici on est sur une option strike 76 000, donc on est avec un sous-jacent qui est à 82 000. Donc on est clairement dans la monnaie, donc on est dans la monnaie, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent. Et dans ce cas-là, si mon sous-jacent se passe de 82 767 à 82 768, étant donné que j'ai presque
100 de chance de gagner, mon delta va être grosso modo au niveau de 1. Ça veut dire que mon sous-jacent augmente de 1, le prix de mon option augmente de 1, parce que vous êtes tellement loin dans la monnaie qu'il n'y a aucune chance que vous reveniez au niveau, du strike et donc potentiellement ne pas gagner d'argent. En conclusion, je trouve quand même que les options, c'est une bonne alternative au futur. Le fait de pouvoir prendre un pari directionnel, mais de l'autre côté avoir une perte limitée. Alors il faut être convaincu de sa vision parce qu'il faut quand même rembourser cette prime que vous allez repayer au tout début. Mais c'est un très, très bel outil et surtout que vous pouvez fusionner cet outil avec plein d'autres options et faire quelque chose d'extrêmement sympa. Bref, c'est une nouvelle manière d'investir. Si vous avez une très belle vision, convaincu, vous pouvez aller sur des options, ça peut être une très, très belle alternative. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller dans l'espace en question. Et pour ma part, je vous souhaite une très, très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.